Bonjour à tous. Nous avons trois béchers qui contiennent des liquides incolores, qui semblent tous identiques. Et pourtant, dans un, il y a du cyclohexane, qui est un solvant industriel très toxique. Dans l'autre, une boisson énergétique sucrée. Et enfin, dans le troisième, du sérum physiologique, un nettoyant pour les yeux. Nous allons essayer de savoir dans ces chapitres s'il est possible de distinguer les mélanges, les corps purs, avec des tests sans jamais goûter ni sentir les espèces évidemment. Avant de commencer, il faut définir certains termes. Évidemment, pour pouvoir tout expliquer, il faut connaître certains mots de vocabulaire. Tout d'abord, si nous zoomons la matière, à l'échelle microscopique, nous observons des petites entités qui vont se répéter des milliards de fois à l'identique. Ces entités-là peuvent être des petites molécules, comme nous voyons ici des molécules d'eau, mais ça peut être aussi des atomes, des ions ou autres. Ces petites entités que nous allons retrouver des milliards de fois, l'ensemble du tout, on appelle ça une espèce chimique. Donc la première définition à connaître sur l'espèce chimique, qui est une multitude d'entités identiques. Si, comme dans ce schéma-là, on observe uniquement une entité ici qui est une petite molécule d'eau, donc si les entités sont toutes identiques, nous aurons affaire à ce qu'on appelle un corpus. Si par contre, comme nous pouvons voir dans le deuxième schéma, on observe des entités qui peuvent être différentes, on voit qu'il y a deux types d'entités différentes, à ce moment-là, nous aurons affaire à un mélange. Il y a plusieurs espèces chimiques dans notre milieu. Il existe deux types de mélanges. Un premier type de mélange dans lequel on ne pourra pas distinguer à l'œil nu les espèces chimiques. On appellera ça donc un mélange homogène. Dans ces différents types de mélanges homogènes, nous pouvons avoir par exemple de la menthe à l'eau. Parfois, dans certains mélanges, nous pouvons distinguer à l'œil nu plusieurs constituants. À ce moment-là, le mélange sera hétérogène. Par exemple, une bouteille d'eau contenant de l'eau pétillante. Nous pouvons distinguer assez aisément à l'œil nu le dioxyde de carbone dans les petites bulles de l'eau. Pour voir si vous avez bien compris, nous avons quelques exemples de matières de la vie de tous les jours. À vous de savoir si ce sont des corps purs ou des mélanges. Et en cas de mélange, mélange homogène ou hétérogène. Tout d'abord, un glaçon d'eau distillée. Le glaçon d'eau distillée contient uniquement des entités d'eau. Une seule type de molécule d'eau. Nous avons donc un corps. Ensuite, pour l'air non pollué, attention, même s'il n'y a pas de particules liées à la pollution, l'air est constitué majoritairement de deux gaz, le dioxygène et le diazote. Donc, ne pouvant pas distinguer le diazote du dioxygène, on va considérer l'air comme un mélange homogène. Ensuite, du jus d'orange avec pulpe. Nous pouvons distinguer à l'œil les petits grains dans la pulpe. C'est donc un mélange hétérogène. Ensuite, du lait de vache écrémé. Le lait est un mélange contenant essentiellement de l'eau. Si nous enlevons la crème, il ne risque pas d'y avoir deux phases, et donc on aura bien un mélange homogène. On ne peut distinguer l'eau des autres constituants du lait. Ensuite, le sel marin. Le sel marin est constitué uniquement de chlorure de sodium, une seule entité. Nous avons donc un corps pur. Et enfin, nous avons une médaille en bronze. Même si ce métal, le bronze, paraît pur à vue d'œil, il se trouve que le bronze est un mélange de deux métaux qu'on appelle alliage, essentiellement du cuivre et du zinc. Nous avons donc affaire à un mélange homogène. Nous allons maintenant regarder la composition des mélanges. Un mélange, c'est une matière dans laquelle il y a au moins deux espèces chimiques différentes. Et ce qui nous intéressera évidemment, c'est quel est le pourcentage de chaque espèce. Nous pourrons voir qu'on pourra discuter en pourcentage massique ou en pourcentage volumique selon le cas. Tout d'abord, le pourcentage massique. À quoi correspond le pourcentage massique? Comme vous pouvez le voir, le pourcentage massique, ça correspond à la masse de l'espèce qui nous intéresse, par exemple ce qu'on appelle l'espèce E dans ce cas-là, par rapport à la masse totale de la matière. Nous retrouvons un nombre entre 0 et 1. Donc, pour utiliser cette formule, il est très important de respecter une chose. Il faut bien que les masses des espèces et masse totale soient dans la même unité pour pouvoir avoir un résultat homogène. Une pièce de 10 centimes a une masse de 4,10 grammes. Et on le sait qu'elle contient 3,65 grammes de cuivre. Pouvons-nous déterminer le pourcentage de cuivre dans cette pièce? Nous allons faire un petit calcul qui va nous permettre de déterminer le pourcentage massique de cuivre dans cette pièce. Pour déterminer le pourcentage massique de cuivre dans notre pièce, nous allons prendre la masse de cuivre divisée par la masse totale de notre pièce.
Pour cela, si nous regardons l'énoncé, nous voyons que nous avons 3,65 g de cuivre pour 4,10 g de pièces au total. Si nous prenons notre calculatrice pour faire cette application numérique, nous trouvons 0,89. En multipliant par 100, nous obtenons 89 sur 100, soit 89% de cuivre dans notre pièce. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à la masse d'aluminium et à la masse de zinc. Comme les deux espèces sont en proportion identique, 5%, un seul calcul nous suffira. Donc pour calculer la masse d'une espèce, nous allons prendre la masse totale de la pièce multipliée par le pourcentage de l'espèce dans le mélange. Dans ce cas-ci, nous avons une masse totale de 4,10 g multipliée par un pourcentage de 5, c'est-à-dire 5 divisé par 100. En faisant l'application numérique, grâce à la calculatrice, nous retrouvons 0,21 g. Pour l'étain, nous allons procéder exactement de la même façon. Nous allons prendre la masse totale de la pièce multipliée par le pourcentage d'étain dans une pièce. Et ainsi, dans ce cas-là, nous obtenons 4,10 multiplié par 1%. Et nous obtenons ainsi 0,04 g. Nous avons donc réussi à déterminer la masse de chaque espèce constituant notre pièce de monnaie. Nous pouvons également raisonner en composition volumique. Nous allons exactement de la même façon que tout à l'heure travailler sur des pourcentages d'espèces, mais non plus des pourcentages massiques, mais cette fois-ci des pourcentages volumiques. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. Nous avons un pourcentage volumique qui sera égal au volume de l'espèce qui nous intéresse, le volume de l'espèce intéressée sur le volume total du mélange. Pour cela, il est très important de respecter la même règle que pour la première formule. Il faut que le volume de l'espèce et le volume du mélange soient dans la même unité. Mètre cube, litre, peu importe, mais la même unité. Pour voir si vous avez bien compris cette formule, nous allons faire une petite application sur un mélange homogène de tous les jours de l'air. Une boîte de 20 litres contient de l'air avec environ 15,6 litres de diazote, 4,2 litres de dioxygène et 0,2 litres d'autres gaz. Nous allons essayer de retrouver les données du diagramme, à savoir que 78% volumique de gaz et du diazote, que 21% volumique de gaz et du dioxygène, et qu'ensuite il reste 1% d'autres gaz. Pour cela, nous allons de la même façon utiliser la formule. Pourcentage volumique d'une espèce, donc par exemple le diazote, ça va être le volume de diazote sur le volume total. Dans ce cas-là, nous avons 15,6 litres de diazote sur 20 litres au total. Très important, la même unité pour le diazote et pour le volume total. Si je fais ce calcul, je retrouve 0,78 qui correspond bien aux 78% de diazote dans l'air. Si je fais le même calcul pour le dioxygène, j'obtiendrai volume de dioxygène sur volume total. Pour le dioxygène, nous pouvons lire 4,2 litres sur un volume total de 20 litres. Nous obtenons 0,21, soit 21%. De la même façon, pour les autres gaz, nous avons le volume d'autres gaz sur le volume total. Et nous obtenons 0,2 divisé par 20, soit 0,01 égale à 1%. Nous avons donc répondu à la question de l'énoncé. Nous allons maintenant voir comment identifier une espèce chimique. Il y a plusieurs approches possibles, nous allons commencer par une approche physique. Déterminer la valeur de la température de changement d'état peut vous permettre d'identifier une espèce chimique inconnue. Avant de s'intéresser
ou température changement d'état, un petit rappel sur les changements d'état. Tout d'abord, nous allons décrire les états à l'échelle microscopique. Si nous observons un solide, nous voyons que les entités sont ordonnées et condensées. Si nous observons le liquide, nous avons toujours un état condensé, mais cette fois-ci, les entités sont désordonnées. Alors que pour l'état gazeux, les entités sont dispersées et désordonnées. Le passage d'un état à un autre s'appelle changement d'état. Il y a différents noms normalement que vous connaissez. Le passage, par exemple, du liquide au solide est de la solidification, alors que l'inverse du solide au liquide est de la fusion. Du liquide au gaz, nous appelons ça la vaporisation, alors que du gaz au liquide, la liquéfaction. Moins courant, mais cela arrive quand même, on peut passer directement du solide au gaz, on appelle ça une sublimation. Et l'inverse, le passage du gaz au solide, s'appelle une condensation solide. Lorsque nous allons chauffer une espèce chimique à une température particulière, elle va changer d'état. Par exemple, dans le cas du fer, lorsque nous atteignons la température de 1538 degrés Celsius, on commence à voir le fer fondre. Il se trouve que si nous continuons à chauffer, la température reste stable pendant un certain temps. Nous appelons ça un palier horizontal de température. Pendant toute la durée du changement d'état, nous avons à la fois la matière à l'état solide et à l'état liquide. Et nous avons une température qui va être stable. Ce palier horizontal de température ne s'observe que si la matière est encore pure. Une fois toute la matière passée à l'état liquide, nous pouvons de nouveau augmenter la température en chauffant. Maintenant, que se passe-t-il si nous faisons le même type d'expérience mais avec un mélange? Nous avons par exemple la vaporisation d'un mélange d'eau de mer. L'eau de mer est constituée de molécules d'eau, mais d'autres entités comme du chlorure de sodium. Il se passe que la température augmente et au moment où le changement d'état apparaît, c'est-à-dire que le liquide commence à devenir gazeux, nous n'avons plus un palier de température bien horizontal. Comme nous pouvons observer sur ce schéma, il y a une pente légèrement ascendante. Une fois le changement d'état fini, la température augmente beaucoup plus rapidement. Mais ce qui est très important, c'est que sur ce schéma-là, nous n'avons pas de palier bien horizontal. Et donc nous pouvons déterminer si une espèce est un corps pur ou un mélange grâce à ce type de représentation. Si nous faisons changer d'état une matière inconnue, il faut absolument retenir la température de changement d'état. Nous pourrons ensuite comparer cette valeur à la valeur de certaines espèces dans des tables. Je vous ai donné par exemple des exemples de température de fusion-solidification ou vaporisation-liquéfaction pour certaines espèces chimiques connues comme l'eau, le fer, l'éthanol, le dioxygène, le plomb ou le cyclohexane. Nous aurons donc juste à comparer la température de notre espèce à la valeur dans un tableau pour l'identifier. Pour cela, nous allons faire une petite application. Si nous refroidissons cette fois-ci un corps liquide, il finira solide. Dans le cas que nous observons ici, nous observons une chute de la température jusqu'à une température de 6 degrés, qui sera le début de solidification. Pendant longtemps, la température reste stable grâce à un palier horizontal. Et ensuite, nous avons de nouveau une baisse de la température. Ce corps est-il pur? Oui, car la température reste stable pendant un long moment. Nous observons bien le palier de température horizontale. Comment s'appelle ce changement d'état? Le passage du liquide au solide? Une solidification. Identifier l'espèce. Nous observons une température de solidification de 6 degrés. Et si nous observons les températures de solidification des espèces au-dessus, nous pouvons voir que le cyclohexane peut être l'espèce inconnue. Un deuxième moyen pour identifier les espèces inconnues, l'étude de sa masse volumique. Si nous prenons un corps et que nous le déposons sur une balance, nous pouvons avoir accès à sa masse. Son volume peut être accessible assez facilement si la forme géométrique est simple, comme le cube ici présent. La masse volumique sera calculée de cette façon. La masse de la matière divisée par le volume de la matière. Si l'espèce est unique,
si nous avons un corps pur, il faudra comparer la masse volumique calculée à des tables de valeurs connues. Par exemple, pour l'eau, 1000 kg par mètre cube. Je vous ai donné une liste, mais il y en existe bien d'autres, de masse volumique d'espèces courantes. Nous allons maintenant essayer de savoir de quelle espèce chimique est constitué ce petit cube. Nous avons un petit cube d'arête 2 cm et nous avons une masse totale de 71,7 g. Pouvons-nous identifier la matière dont est constitué ce cube? Pour un cube de 2 cm d'arête, nous avons une masse sur un volume. La masse, c'est la masse du cube et le volume, c'est le côté au cube. Nous avons une masse de 71 g, un côté de 2 cm. Et si nous faisons l'application numérique, nous obtenons une valeur de 8,96 grammes par centimètre cube. Malheureusement, les grammes par centimètre cube ne sont pas l'unité officielle de masse volumique. Nous allons devoir utiliser d'autres unités pour avoir la masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Nous avons 71,7 fois 10 puissance moins 3 kg pour 8,0, c'est-à-dire 2 au cube, fois 10 puissance moins 6 mètres cubes. Puisque le passage de centimètre cube à mètre cube, nous avons un décalage 2 fois de l'unité. De centimètre cube à décimètre cube, nous avons un rapport de 1000. Et de décimètre cube à mètre cube, nous avons également un rapport de 1000. Donc nous avons un rapport d'1 million 10 puissance moins 6. En faisant l'application numérique, nous trouvons 8960 kg par mètre cube. Et si nous regardons le tableau ci-contre, nous pouvons voir que le cuivre est la matière inconnue. Si au lieu d'avoir une espèce pure, nous avons un mélange, à ce moment-là, la masse volumique que nous allons retrouver sera une valeur intermédiaire entre les masses volumiques des différents constituants. Par exemple, un cas très simple, nous avons vu que la masse volumique de diazote était de 1,14 kg par mètre cube. La masse volumique du dioxygène vaut 1,31 kg par mètre cube. L'air étant constitué de diazote et de dioxygène, nous aurons une valeur intermédiaire. Lorsque nous regardons dans les tables, nous observons que la masse volumique de l'air est de 1,2 kg par mètre cube, qui est bien une valeur intermédiaire aux deux. Par la même occasion, nous observons que la masse volumique des gaz est très inférieure à la masse volumique des solides et des liquides, puisque nous avons un rapport environ de 1000 entre la masse volumique des gaz et la masse volumique des liquides. Appliquons cette méthode à un exemple d'une espèce liquide. Son volume ne sera pas aussi aisé à calculer que le volume d'un cube. Nous allons utiliser une burette graduée par exemple, qui nous permettra de retrouver le volume de l'espèce inconnue. Nous avons un liquide pur, inconnu, dans une éprouvette graduée. Nous posons le liquide à l'aide d'une balance tarée. La tare sera faite avec l'éprouvette vide. Nous obtenons une masse de 18 grammes. Pour un volume lu, en regardant bien le bas du ménisque, nous obtenons un volume de 20 ml. Quelle est donc la masse volumique de ce liquide inconnu et pouvons-nous l'identifier? Pour calculer la masse volumique, nous allons faire toujours la masse divisée par le volume. La masse, ici, nous allons la mettre directement en kilogrammes. 18 grammes correspond à 18 fois 10 puissance moins 3 kg. Ensuite, le volume, 20 ml. 1 millilitre correspond à 1 cm3, donc 20 ml pour mettre en mètre cube. 20 fois 10 puissance moins 6 mètres cubes. Si nous faisons cette application numérique, nous obtenons 900 kg par mètre cube. En analysant le tableau de la partie précédente, nous pouvons identifier ce liquide, qui est de l'huile. Nous pouvons également identifier les espèces par des tests chimiques.
Pour savoir si une espèce chimique est de l'eau ou un mélange qui contient de l'eau, nous avons un test au sulfate de cuivre anhydre. Le sulfate de cuivre anhydre est une poudre blanche. Nous allons en mettre une petite quantité dans une coupelle. Nous allons ensuite ajouter une goutte de ce liquide inconnu sur la poudre. Si la poudre devient bleue, alors nous avons présence d'eau. Si la poudre reste blanchâtre, le liquide ne contient pas d'eau. Un deuxième test à connaître est le test du dihydrogène. Le dihydrogène est un gaz explosif. Si nous approchons une flamme d'un tube à essai contenant du dihydrogène, nous observerons une petite détonation. Boum! Ensuite, le test de présence du dioxygène. Le dioxygène est un comburant de combustion. Si nous mettons une grande quantité de dioxygène, la combustion est favorisée. Pour cela, approchez une petite bûchette incandescente, c'est-à-dire une petite braise légèrement rougie. Approchez-le d'un tube qui est censé contenir du dioxygène à grande quantité. Si la combustion est accélérée, si une flamme réapparaît, c'est que le gaz est du dioxygène. Nous avons enfin le test au dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone a la particularité de troubler l'eau de chaud. Il se forme un léger précipité blanc. Il existe également d'autres types de tests qu'il ne faut pas forcément connaître par cœur, mais qu'il faut savoir analyser si on vous donne des documents. Par exemple, les tests des ions métalliques par de la soude, qui est l'hydroxyde de sodium. La plupart des cations métalliques donnent un précipité avec de la soude. Par exemple, l'ion cuivre 2 donnera un précipité bleu. L'ion magnésium donnera un précipité blanc. L'ion fer 2 donnera un précipité vert algue, alors que l'ion fer 3 donnera un précipité rouge-orangé. Il existe d'autres types de tests. Par exemple, l'ion calcium peut être détecté par l'oxalate d'ammonium par un précipité blanc. Ou les ions chlorure, qui peuvent être détectés par le nitrate d'argent, donnant un précipité blanc également, qui noircit à la lumière. Une autre méthode, qui nous permet de savoir si une matière est encore pure ou un mélange, ou qui nous permet également d'identifier les espèces, est la chromatographie sur couche mince. Le principe d'une chromatographie est une plaque, généralement en plastique, recouverte de poudre de silice. Sur cette plaque, nous déposons un petit échantillon de l'espèce à analyser, mais également des échantillons témoins d'espèces connues. Nous allons ensuite déposer cette plaque dans une boîte contenant un fond d'éluant, qui est un solvant. Et nous allons de suite refermer cette boîte. Très souvent, l'éluant a des vapeurs qui sont irritantes. Nous allons ensuite regarder le solvant remonter par capillarité le long de la plaque chromatographique, entraînant avec lui plus ou moins les espèces chimiques. La montée des espèces chimiques se fait selon l'affinité des espèces avec l'éluant et avec la silice. Une fois que l'éluant est arrivé environ aux 3/4 de notre plaque chromatographique, nous allons la retirer, la sécher et tenter de l'analyser. Pour cela, il faudra regarder la hauteur des taches témoins, mais également la hauteur des taches des échantillons. Nous avons dans notre cas un témoin numéro 1 témoin numéro 2, un échantillon numéro 1 à tester et un échantillon numéro 2 à tester. Nous pouvons voir que pour le témoin numéro 1, la tache est montée légèrement. Nous pouvons voir que pour l'échantillon numéro 2, témoin, la tache est montée assez haut. Nous pouvons observer que dans l'échantillon numéro 1, à tester, une seule tache est présente, signifie que l'échantillon 1 était encore pur. Et comme la hauteur de la tache est la même que la hauteur du témoin numéro 1, nous pouvons même certifier que notre espèce à tester est un corps pur, qui est le même que le témoin numéro 1. L'échantillon numéro 2 nous donne un résultat très différent. Nous avons deux taches finales. Deux taches qui va nous signifier que nous avons un mélange. L'échantillon numéro 2 est forcément un mélange. Si nous observons la hauteur des taches, nous observons que la tache du haut est à la même hauteur que la tache du témoin numéro 1. La tache du bas est à la même hauteur que la tache du témoin numéro 2. Notre mélange de l'échantillon 2 contient l'espèce témoin numéro 1 et l'espèce témoin numéro 2.
Pour voir si vous avez bien compris la chromatographie, nous allons essayer d'analyser les résultats de ce chromatographe. Nous réalisons la chromatographie sur couche mince d'un médicament avec 3 témoins. Et nous obtenons les résultats suivants. Le témoin numéro 1 est de l'aspirine et nous voyons que la tâche est assez peu remontée. Témoin numéro 2 du paracétamol, nous voyons que la tâche est remontée assez haut. Témoin numéro 3, nous avons de la caféine, où on est à un niveau qui est intermédiaire. Notre médicament, qui est sur le dépôt numéro 4, nous observons 2 tâches. Donc notre médicament est constitué de 2 espèces chimiques. Une espèce chimique qui sera l'aspirine, puisqu'elle se retrouve au même niveau, même hauteur que l'aspirine. Et la deuxième espèce chimique sera de la caféine, puisque nous nous retrouvons au même niveau que la caféine. Le médicament est-il encore pur? Non. Il contient à la fois de l'aspirine et de la caféine. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les déposer dans les commentaires.